Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Monsieur, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 21 décembre. Le chef de l'État est arrivé à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Félix Tshisekedi y présidera la conférence des gouverneurs dont le thème est centré autour du renforcement de l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Au niveau international, l'Algérie connaît un boom dans l'exportation hors hydrocarbures en 2022. Le pays a dépassé le chiffre de 6 milliards de dollars de revenus d'exportation, un record. Encore une fois, bonsoir à tous. Je le disais en titre, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Mbandaka dans la province de l'Équateur cet après-midi. Le chef de l'État a foulé cette province en marge de la 9e conférence des gouverneurs de la RDC. Le go de ces travaux est prévu pour jeudi. Bien avant le forum des gouverneurs, Félix Tshisekedi devra s'adresser à la population de l'Équateur. Enoch Issei. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a finalement foulé ses pieds dans la ville de Mbandaka ce mercredi 21 décembre 2022, dans l'après-midi, où se tiendra du jeudi 22 au vendredi 23 décembre la 9e conférence des gouverneurs axée sous le thème « Le programme de développement local de 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces ». Pour cette deuxième visite dans l'espace Grand Équateur, après sa mission effectuée à Zongo en 2020, le chef de l'État s'est fait accompagner de la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi. Avant de se diriger vers l'état-major de la conférence des gouverneurs, l'agenda du chef de l'État prévoit un meeting à l'esplanade de la maison communale de Wangata, au centre-ville de Mbandaka, où Félix Tshisekedi va s'adresser à la population locale. Instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir central et les exécutifs provinciaux. Le désespoir laisse de plus en plus place à l'espoir à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, autrefois à genoux et longtemps oubliée. Cette ville portuaire est aujourd'hui sur la voie du développement. Grâce à l'accueil de cette 9e conférence, où il sera également question de présenter les difficultés et grands problèmes que rencontre cette province en matière de dessertes en eau et en électricité, voire pour les infrastructures routières. La conférence des gouverneurs a été instituée par la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008. La conférence des gouverneurs a pour mission de mettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République. Toujours dans le même registre, la population de Mbandaka n'est pas restée sans mots. Avant même l'arrivée du président Tshisekedi, elle a exprimé ses attentes, des attentes qui touchent essentiellement le secteur de l'énergie, le travail destiné aux autochtones, mais pas seulement. Encore une fois, Enoch Issei. Mobilisé, bien attendu avec ses desiderata. Banda a commis président de la République, attendre presque la province nyonso, mais na Équateur et na Mbandaka pendant na comité. Vraiment esengo eza makasi na si yo moko zomona ka ndenge ville nyonso mombe tondi na esengo parce que ezali pe événement na no munene banda ba président banda to baina ba élection première fois conférence à ba gouverneur et ya na Mbandaka et puis esengo na la liboso toto na mingi no yango wana souci na biso ba jeune tolingi ke courant na mai ekota na mboka oyo soki courant na mai ekoti na mboka nde ba société ekoya awa biso ba jeune tokozwa misala toboti bana na biso bakosisa ba classe misala ezate na ville ya Mbandaka ngo arrivé na ende nga na sepeli makasi pona population ya Mbandaka ali première fois donc esengo eza makasi aya kotisila biso mai na courant ekota na mboka oyo. Nous souhaitons la bienvenue au président de la République. Pendant sa campagne, il avait dit qu'il allait faire de son mieux pour amener l'ancien président Mobutu Ki au Maroc. Nous souhaiterons vivement qu'il y ait ces retours-là pour sceller l'unité nationale. 2 jours après la condamnation par la France du soutien que le Rwanda apporte au M23 et 1 jour après la levée de la procédure des notifications en cas d'achat d'armes et de matériel militaire par la RDC,
Le président Félix Tshisekedi a reçu la secrétaire d'État française Chiksoula Kresula Zakharopoulou à la Cité de l'Union africaine. À la sortie de son audience, la diplomate a déclaré que la France a défendu et défendra toujours la République démocratique du Congo. Elle a réaffirmé l'amitié entre la France et la RDC. Le gouvernement congolais a salué la levée par le Conseil de sécurité de la procédure de notification pour l'achat d'armes. Dans un communiqué rendu public hier, l'exécutif national parle d'une mesure qui vient réparer une injustice qui empêchait la RDC de se défendre et de faire face aux menaces internes et externes. Suivez. Pour Kinshasa, c'est une victoire importante qui aura un impact sur la performance des forces armées sur les différents fronts. Depuis 2008, en vertu de la procédure de notification, les fournisseurs d'armes étaient dans l'obligation de notifier à l'ONU en cas d'achat de tous les types d'armes par la RDC, ce qui était considéré par le Congo comme un embargo. Plusieurs fois, les représentants de la RDC ont plaidé pour la levée de cet embargo. Plusieurs fournisseurs refusaient de livrer des matériels ou munitions à la RDC, avait indiqué le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Kinshasa signalait également des embarcations bloquées à cause de cette procédure. Il y a tout juste 2 semaines, lors d'un débat au Conseil de sécurité, les États-Unis d'Amérique avaient déclaré que la procédure des notifications devait être maintenue. Ce mardi, c'est la France qui a présenté la résolution au Conseil de sécurité. Cette résolution a été votée à l'unanimité par les pays membres du Conseil de sécurité. La France a présenté cette résolution au lendemain de sa déclaration condamnant le soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Les membres du Conseil de sécurité ont déclaré reconnaître la situation sécuritaire précaire sur terrain en RDC, où une multitude de groupes armés ont rendu une partie du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri des zones très dangereuses, et cela dure depuis plus de 25 ans. Une année de plus pour la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an le mandat de la mission onusienne. Malgré cette prolongation, le gouvernement réaffirme sa détermination à poursuivre la mise en œuvre du plan de retrait progressif et échelonné de la mission onusienne au Congo. Blest Kuzola. La sécurité de l'ONU a adopté mardi à l'unanimité une résolution visant à renouveler les mandats de la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo pour une année supplémentaire jusqu'au 20 décembre 2023. La résolution 2666 décide que le plafond autorisé de troupes de la mission, connu sous son acronyme français MONUSCO, comprendra 13 500 militaires, 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, 591 policiers individuels et 1410 membres d'unités de police constituées. Elle invite le secrétaire des Nations Unies à envisager une nouvelle réduction du niveau de déploiement militaire de la MONUSCO, conformément à la stratégie commune de réduction progressive et par étapes de la mission. La résolution décide que les priorités stratégiques de la MONUSCO sont de protéger les civils et d'aider à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État et aux réformes clés en matière de gouvernance et de sécurité. La résolution condamne fermement tous les groupes armés opérant en RDC et leur violation du droit international humanitaire et du droit international et exige que tous les groupes armés cessent immédiatement toutes les formes de violence, les autres activités déstabilisantes et l'exploitation illégale, mais aussi le trafic de ressources naturelles. Et le retrait de la MONUSCO, une revendication de la population que le gouvernement entend faire appliquer. Ce élan de revendication patriotique critiqué par certains rappelle combien l'engagement patriotique est indispensable. Mais comment définir le patriotisme et quelle valeur peut-on accorder à ce concept ? Tentative de réponse avec le chercheur Samuel Yamungu qui accorde à ce concept une portée spirituelle. Il est au micro de Franck Jojo Moulamba et de Giscard Tamba. Pour moi, le patriotisme, ce n'est pas simplement un mouvement. Le patriotisme, pour moi, c'est une spiritualité. Parce que la spiritualité dans le sens que si on doit prendre conscience que notre terre est un patrimoine non pas simplement
individuel, mais c'est un patrimoine communautaire sur lequel Dieu nous a placés. Nous ne sommes pas des Péruviens, nous ne sommes pas des Allemands, nous sommes des Congolais. Donc Dieu, le fait de protéger, d'honorer, de garder sa terre, c'est une manière aussi de pouvoir être reconnaissant vis-à-vis du Créateur. Pour moi, c'est au-delà de tout ça. Je pense que le patriotisme, c'est un devoir. Un devoir, c'est une science, parce que c'est quand on est conscient, ça nous oblige à faire des choses. Et pour moi, au-delà de tout ça, cette synthèse complète, j'ai envie de la synthétiser, ou bien cette addition de tout ça, j'ai envie de synthétiser cela par une spiritualité. C'est un devoir spirituel. C'est un devoir qui a trait au respect même du divin. Non pas simplement un appel parce que c'est pour les politiques. Non, le patriotisme, c'est au-delà des politiques. La Cour constitutionnelle a validé la liste des pays choisis par la CENI pour l'identification et l'enrôlement des Congolais de l'étranger. La Haute Cour a estimé que même si la Commission électorale nationale indépendante n'est pas compétente pour la saisir, la requête de la centrale électorale est tout de même recevable. Suivez cet extrait choisi par Dieudonné Bonali. On n'a pas qualité pour saisir la Cour en interprétation des dispositions de la Constitution. Cependant, la recevabilité de cette requête n'est appréciée qu'à l'aune du rôle régulateur des pouvoirs publics que la Cour constitutionnelle est appelée à jouer, tel qu'il appelle de sa jurisprudence constante en la matière, en vue d'assurer la régularité du processus électoral et le bon fonctionnement des institutions de la République. L'article 5, alinéa 5 de la Constitution signifie, s'agissant du droit d'être électeur, que tous les Congolais ont le droit d'être électeurs et de bénéficier, sauf cas de force majeure, des services de la CENI pour se faire identifier et enrôler. Constate l'impossibilité pour la CENI d'organiser, durant le processus électoral en cours, des opérations d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger dans 66 pays où la République démocratique du Congo a des représentations diplomatiques. Dit que la CENI peut organiser les opérations d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger uniquement dans les 5 pays pilotes sélectionnés, en l'occurrence l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France. Ordonne au gouvernement de mettre tous les moyens à la disposition de la CENI afin que cette dernière procède à l'identification et l'enrôlement de tous les Congolais résidant à l'étranger pour les cycles électoraux à venir, en commençant par le tout prochain. On donne à la CENI d'étudier, dans les meilleurs délais, les modalités d'inscrire tout dans ses prévisions techniques, l'enrôlement régulier de tous les Congolais, y compris ceux vivant à l'étranger, en commençant par le tout prochain cycle électoral. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié à la requérante, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. De Kinshasa, rendons-nous à présent à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où, après l'ouverture du congrès mercredi, le parti politique Ensemble pour la République est entré dans le vif des débats autour des enjeux électoraux. L'épilogue de ces travaux est prévu pour ce jeudi. Blandine Bampala pour les détails. Prévu pour lundi 19 décembre, le congrès du parti politique Ensemble pour la République s'est ouvert finalement hier mardi 20 décembre, après les retours de son président national, Moïse Katumbi Tchapwe. C'était en présence des cadres de cette formation politique et différents invités venus de partout. Dans son mot d'ouverture, l'ancien gouverneur de la province du Katanga a confirmé sa candidature à l'élection présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo en vue de bâtir, selon lui, un réel état de droit et promet de mettre fin au massacre de l'Est du pays. Le chairman, comme l'appellent les cadres et sympathisants d'Ensemble, a invité ces derniers à la culture de l'unité, de la cohésion nationale et la bonne gouvernance qui est les socles pour bâtir une nouvelle RDC et
anéantir l'ennemi qui dérange les pays. Il faut retenir que ces assises de 3 jours d'ensemble pour la République se clôturent demain jeudi 22 décembre. Et la question sur les causes du départ de cette formation politique de l'Union sacrée de la nation sera connue à la fin de cette messe politique. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Le Conseil statutaire des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a tenu sa 4e réunion ordinaire à Dakar au Sénégal. En dépit du contexte international défavorable, l'activité économique au sein de l'UEMOA est restée dynamique au 3e trimestre de l'année 2022. Elle connaît une progression de 5,7% du PIB sur un an. Edouard Funda. Les travaux de la 4e session ordinaire du Conseil ministériel de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en 2022 se sont déroulés le lundi dernier au siège de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest BCAO à Dakar. L'importante réunion s'est ouverte avec la présence des ministres de l'économie, de l'Union des membres des finances, du président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et du gouverneur de la Banque centrale. Dans son discours d'ouverture, le président du Conseil ministériel de l'Union économique et monétaire, Sani Yaya, a évoqué la situation économique des pays de la zone. L'activité économique mondiale a en effet connu un ralentissement durant le 3e trimestre 2022, en raison de la conjonction de plusieurs facteurs, notamment les répercussions de la crise russo-ukrainienne, la hausse des prix de l'énergie, et le durcissement des conditions financières internationales. L'activité économique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est restée dynamique au 3e trimestre 2022, malgré un environnement international défavorable en raison de la conjoncture. Le PIB a augmenté de 5,7% sur l'année, le même taux de croissance au dernier trimestre. Au sein de l'UEMOA, l'activité économique est toutefois restée dynamique au 3e trimestre 2022. Avec une progression de 5,7% du PIB sur un an, soit le même taux de croissance enregistré le trimestre précédent. Cette évolution a été portée par la hausse de la valeur ajoutée dans l'ensemble des secteurs de production. Du côté de la demande, la consommation finale et les investissements sont demeurés soutenus. Le président du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a salué les initiatives prises par le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le gouverneur de la BCAO, le président de la BOAD et le président de l'autorité des marchés financiers afin d'accroître la résilience des économies de l'Union face aux multiples chocs internes et externes qui affectent les États membres de l'UEMOA. Et puis, je le disais en titre, en Algérie, les exportations ont connu un grand bond cette année pour avoir dépassé la barre de 6 milliards de dollars en matière d'exportation hors hydrocarbures au cours de 11 premiers mois de cette année. Un chiffre jamais atteint par l'Algérie dont les exportations hors hydrocarbures n'ont jamais dépassé 2 milliards de dollars depuis l'indépendance. Ce sont les autorités algériennes qui l'ont annoncé lors de l'exposition de la production qui prend fin ce 24 décembre. Encore une fois, Edouard Funda. Les exportations hors hydrocarbures de l'Algérie ont atteint près de 6 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de 2022. Ces succès est le résultat de la politique des autorités algériennes visant à porter les exportations hors hydrocarbures à 20% des exportations totales de l'Algérie. Ces résultats constituent un coup de pouce pour l'économie algérienne et confirment l'approche de soutien de l'État et du gouvernement aux entreprises publiques exportatrices. Ces réalisations économiques sont les résultats des opportunités existantes d'entrer sur les marchés mondiaux et de développer le commerce. C'est aussi le fruit des bonnes relations de l'Algérie avec les pays de la zone de libre-échange continentale africaine. Pour 2023, l'Algérie annonce mettre le cap sur une performance de 10 milliards de dollars, soit le double de ce qui a été réalisé entre janvier et septembre 2022. L'exécutif table également sur une autosuffisance à 100% des produits alimentaires, comme le sucre et l'huile de table. Il affirme s'attendre à des résultats encourageants dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres.
Le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé ce mercredi en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le président y présidera en tout cas la conférence des gouverneurs dont le thème est centré autour du renforcement de l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Et puis au niveau international, vous l'avez suivi, l'Algérie connaît un bond en avant dans les exportations hors hydrocarbures en 2022. Le pays a dépassé le chiffre de 6 milliards de dollars des revenus d'exportation, un record. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.